Bonjour à toutes et tous. Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette nouvelle conférence du Jardin des Sciences et surtout merci d'avoir bravé ce temps à la britannique, n'est-ce pas ? Puisque la pluie s'est mise à tomber. Alors on est content de vous retrouver après 3 semaines d'interruption, les jours fériés nous ayant joué des tours cette année. Et pour l'occasion, on a le plaisir de recevoir Yves Golder. Merci beaucoup Yves d'avoir accepté cette invitation. Merci. Merci pour l'invitation. Merci, vous êtes docteur en civilisation britannique ici à l'Université de Strasbourg. Par ailleurs, enseignant d'anglais à la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion. Vous êtes spécialiste de la civilisation britannique du XXe siècle et vos recherches portent plus spécifiquement sur la figure, disons, clivante de Margaret Thatcher. Vous avez d'ailleurs publié un ouvrage l'année dernière à ce sujet aux éditions L'Harmattan, Margaret Thatcher, construction d'une image politique. Et nous en avons un exemplaire ici même. Toutefois, aujourd'hui, ce n'est pas sur cette inflexible première ministre que nous allons revenir, mais sur un fait plus récent, puisqu'effectivement, il y a quelques jours, le 6 mai dernier, il y a eu une petite festivité, peut-être en avez-vous entendu parler, puisqu'effectivement, le nouveau roi Charles III a été couronné. Alors, c'est un événement qui a été suivi, bien sûr, au Royaume-Uni, où on a constaté, comme toujours, une vraie ferveur, mais pas seulement au Royaume-Uni, puisque c'est un événement qui a bénéficié d'une couverture médiatique à travers le monde, y compris en France, où la figure du roi peut nous sembler parfois anachronique. Peut-être que nous aurons l'occasion de dire un mot aussi sur ces perceptions. Mais on profite donc de cet événement qui vient d'avoir lieu pour revenir sur l'histoire récente de la monarchie britannique, marquée bien sûr par le long règne d'Élisabeth II. En faisant mes recherches, j'ai lu que c'était la deuxième des monarques de l'ère moderne ayant eu le règne le plus long d'Europe, après Louis XIV. Rien que ça. On s'intéressera aussi au rôle du monarque outre-Manche et tâcherons de nous projeter un petit peu vers l'avenir et les défis qui attendent ce nouveau roi. Donc je vais sans plus tarder laisser la parole à notre invité et puis à l'issue de la présentation, comme d'habitude, nous aurons un temps de questions et d'échanges où vous aurez la parole. Bonne conférence à toutes et tous et Yves, c'est à vous. Merci beaucoup Simon. Donc bonjour à toutes et tous. Alors comme Simon l'a rappelé, donc je m'appelle Yves Golder et je suis docteur en civilisation britannique de l'Université de Strasbourg. Alors j'ai soutenu ma thèse en 2019 qui portait sur l'image politique de Margaret Thatcher, qui était première ministre du Royaume-Uni de 79 à 1990, ce qui n'est pas, comme vous l'avez compris, l'objet de ma conférence aujourd'hui. Mais bien sûr, si vous avez des questions concernant la Dame de Fer, concernant ma thèse, n'hésitez pas, on pourra aussi y revenir sans problème. Bon, c'est vrai que j'ai aussi travaillé sur d'autres thématiques d'actualité, donc la vie sociale et politique britannique, notamment la question du Brexit, donc thématique par rapport à laquelle j'avais publié un ouvrage qui s'intitule Bloody Brexit. Donc le titre est en anglais, mais il est rédigé en français et donc il traite les questions liées aux négociations, aux campagnes qui avaient précédé le vote du Brexit. Ceci étant dit, alors je vais aujourd'hui vous parler de la monarchie britannique et donc je reviendrai plus particulièrement sur le règne d'Élisabeth II qui s'est achevé le 8 septembre dernier, marquant de fait le commencement d'un nouveau règne, celui de son successeur, de son fils et successeur Charles III. Alors, avant d'entrer dans davantage de détails concernant les différentes parties de cette présentation, qui est assez longue, alors je vais essayer de faire en sorte de pas trop vous noyer. Normalement, je sais que j'ai un timing de 45 minutes à 1 heure, donc je vais essayer de le respecter pour qu'on ait justement le temps d'échanger et que je puisse éventuellement recevoir des questions et tenter d'y répondre. Donc merci beaucoup, je voulais remercier le Jardin des Sciences et effectivement Simon Tonneau pour m'avoir invité à cette conférence aujourd'hui. Et c'est en effet toujours un plaisir pour moi de partager les fruits de mes recherches avec d'autres membres de la communauté scientifique, mais également avec un public plus large, ayant des centres d'intérêt variés et très souvent une culture tout à fait impressionnante. Donc c'est d'ailleurs souvent grâce aux échanges avec le public que nous autres chercheurs avançons dans nos travaux et parvenons à nous poser les bonnes questions. Aussi, je suis très heureux de représenter l'équipe de recherche au sein de laquelle je mène mes différents projets qui s'intitulent Search, donc savoir dans l'espace anglophone, représentation, culture, histoire, qui est donc hébergé ici à l'Université de Strasbourg. Alors après ces quelques remarques préliminaires, je souhaite à présent vous annoncer les différentes étapes de ma présentation. Donc le fil conducteur concernera la monarchie britannique et plus particulièrement la transition qui a eu lieu entre le règne d'Élisabeth II et celui de Charles III.
Alors évidemment, cette transition a été amorcée bien avant le décès de la reine Elisabeth, j'y reviendrai, et a réellement débuté le 8 septembre dernier, lorsque Charles a dû prendre la relève au pied levé après le décès de sa mère. Par ailleurs, le 6 mai, comme l'a rappelé Simon Tonneau tout à l'heure, a eu lieu, comme vous le savez aussi, la cérémonie du couronnement de Charles, ce qui correspond à une prise de pouvoir officielle et donc à la mise en scène de cette prise de pouvoir 8 mois après son accession au trône. Lors de cette conférence, j'insisterai volontairement davantage donc, sur le règne d'Élisabeth II, car je souhaite mettre en évidence la singularité de cette monarque, qui a, selon moi, qui a donc non seulement eu un règne particulièrement long, 70 ans de règne, donc de 1952 à 2022, mais qui est aussi une période en fait au cours de laquelle des changements tout à fait considérables ont eu lieu, tant sur le plan politique que social. Enfin, je souhaite d'emblée émettre l'hypothèse selon laquelle le règne de Charles III ne pourra faire fi du passé et sera constamment décrypté à l'aune de celui de sa mère. En effet, on peut déjà remarquer que les médias n'ont de cesse de comparer les deux souverains en fonction de leur personnalité, bien sûr, mais aussi des idées et des valeurs qu'ils semblent défendre. Ainsi, je ne manquerai pas d'évoquer les prémices de ce nouveau règne, mais mes remarques seront essentiellement fondées sur des hypothèses, car il est sans doute encore trop tôt pour se faire une idée substantielle de la façon dont Charles régnera sur son pays. Alors, afin que mon propos soit le plus clair et le plus structuré possible, je vous propose d'avancer par étapes avec un plan en 7 parties. La première d'entre elles sera consacrée à quelques explications générales, mais néanmoins nécessaires quant aux fonctions et au rôle du monarque britannique. Ensuite, nous reviendrons sur les grandes dates de cette monarchie à travers quelques repères historiques. Ces 2 premières parties nous permettront de contextualiser notre approche et de mieux comprendre le règne d'Élisabeth II qui fera l'objet de la partie suivante. En prenant l'exemple de cette reine, je vous parlerai ensuite du rôle du monarque à travers le monde, notamment dans les pays du Commonwealth, mais pas seulement. Nous soulèverons également la question des finances royales, question qui a alimenté de nombreux débats au Royaume-Uni. La 6e partie s'intéressera aux scandales qui eurent lieu tout au long du règne d'Élisabeth II et notamment à la fin de ce règne. Et comme vous le savez bien, certains d'entre eux perdurent encore aujourd'hui, mais il est surtout tout à fait saisissant de voir la manière dont la reine parvint à ne pas se laisser déstabiliser par ces divers épisodes dignes d'un feuilleton télévisé. D'ailleurs, la série The Crown met très distinctement en relief les scandales subis par la famille royale. Alors, je me permets une petite question. Je ne sais pas qui peut lever la main, ceux d'entre vous qui ont vu tout ou partie de la série The Crown qui est diffusée sur Netflix. Voilà, d'accord. Alors il y a eu 5 saisons jusqu'à présent, mais donc si vous voulez mon opinion, je vais pas trop m'attarder sur cette série. Je considère effectivement que c'est une série qui est bien réalisée, mais qui n'est pas toujours fidèle à la réalité, bien sûr. Si tant est d'ailleurs que l'ambition de cette série est de dépeindre fidèlement la réalité. D'ailleurs, on a pu remarquer récemment que le secrétaire d'État à la culture du Royaume-Uni avait d'ailleurs demandé à Netflix de faire apparaître un message, un petit bandeau en fait, selon lequel il s'agit d'une fiction, ce que Netflix refusa de faire. Et cela en dit long sur la façon dont le gouvernement britannique craint que la série ne porte atteinte à la monarchie. Bon, alors on peut aussi avoir un petit peu l'impression dans la série que le roi, Charles III, donc encore prince de Galles, dans les épisodes qu'on peut visualiser jusqu'à présent, est souvent présenté un peu comme la victime de cette famille royale. Bon voilà, on pourra y revenir éventuellement si vous avez des questions. Je suis pas un expert de The Crown, mais j'ai néanmoins vu les 5 saisons et effectivement, voilà, on peut rattacher ça un petit peu à la réalité de la monarchie et on peut se demander effectivement dans quelle mesure certains éléments sont évidemment fictifs. Alors, je me suis un peu éloigné de mon objectif, qui était d'annoncer le plan suivi dans cette présentation, et j'y reviens donc. La dernière étape sera bien sûr consacrée à Charles III, et je m'interrogerai quant aux nouvelles perspectives pour la monarchie britannique que son couronnement représente. D'ailleurs, nous pouvons nous interroger par rapport à la potentielle montée d'une forme de républicanisme au Royaume-Uni.
Alors ce n'est pas réellement le cas, car les principaux médias et les partis politiques, travaillistes et conservateurs, donc travaillistes à gauche de l'échiquier politique britannique, conservateur à droite, n'émettent actuellement aucun argument anti-monarchiste notable. De la part des conservateurs, c'est une attitude tout à fait, très peu, pas du tout surprenante, dans la mesure où ce parti a de tout temps été en faveur du maintien des institutions, dont fait partie la monarchie. Du côté des travaillistes, il faut tout de même noter que certains hommes politiques comme Tony Benn, secrétaire d'État à l'énergie de 75 à 79, avaient osé émettre des idées un tantinet républicaines, mais cela date un peu. Et même des chefs du parti travailliste qui défendaient un programme plus à gauche que d'ordinaire, comme on peut penser à Jeremy Corbyn, qui était chef du parti de 2015 à 2020, ne se sont jamais vraiment permis de remettre en question la nécessité de maintenir ce pouvoir monarchique, dont le principe est fort contestable à juste titre, car l'hérédité représente bien sûr une injustice sociale majeure. En outre, il faut noter que l'influence américaine se fait de plus en plus présente au Royaume-Uni, notamment avec la présidentialisation du système politique britannique et avec une prépondérance de la figure du Premier ministre. Alors quand je parle de présidentialisation, en fait, une tradition britannique veut que au sein du cabinet ministériel, le Premier ministre ait autant de pouvoir que les autres ministres, membres de son cabinet. On se rend compte de plus en plus que le Premier ministre prend de plus en plus d'importance. Ça date d'il y a quelques décennies, mais c'est quelque chose qui a de plus en plus cours au Royaume-Uni. Et bien sûr, on peut aussi constater cette américanisation après le tournant qu'a constitué le vote du Brexit, à l'occasion duquel le Royaume-Uni s'est détaché de l'Union européenne. Alors cette influence des États-Unis pourrait bien sûr conduire à un élan républicain, mais il est sans doute encore un peu tôt pour le savoir. Alors la monarchie britannique est bâtie sur tout un faisceau de paradoxes. Le premier, c'est qu'elle a toute autorité mais aucun pouvoir. Le monarque étant donc chef de l'État, mais qui ne dirige pas ses sujets et qui est là pour les servir. Par ailleurs, comme nous l'avons constaté avec Élisabeth II, le monarque n'est jamais personne d'autre que le monarque. Il me semble que la raison de cette longévité et du soutien qu'accordent les citoyens britanniques à leur souverain est avant tout la continuité. En effet, le monarque incarne l'assurance d'une continuité alors que les gouvernements sont justement par nature transitoires. Et ça, c'est très important justement pour comprendre l'attachement des Britanniques à la monarchie. Donc dans quelle mesure la transition d'Élisabeth II à Charles III symbolise-t-elle aussi cette continuité si chère aux Britanniques ? Alors, je vais avancer dans mon slide et je vais commencer avec ma première partie, donc fonction et rôle du monarque. Alors après cette introduction qui avait pour objectif de mettre en avant les principaux enjeux de ma conférence, je souhaite dans une première partie aborder un point certes théorique, mais non moins essentiel, les fonctions et le rôle, voire les rôles du monarque au Royaume-Uni. Alors certains d'entre vous sont peut-être déjà très au fait de ce qu'est censé incarner le roi ou la reine, mais il me paraissait important d'y revenir brièvement. Et donc afin justement de pouvoir nous intéresser plus précisément à des cas concrets comme celui d'Élisabeth II et à des aspects plus spécifiques de son règne. Alors, à l'écran, vous voyez ce qu'on appelle le Royal Coat of Arms, donc c'est le blason royal de la famille royale britannique. Sur ce blason, le lion qui est donc à gauche représente l'Angleterre et la licorne représente l'Écosse. À l'intérieur du blason, vous pouvez voir 3 lions en diagonale à gauche et à droite, qui représentent également l'Angleterre. Le lion qui se tient seul, qui est à droite en haut, représente l'Écosse, et la harpe représente bien sûr l'Irlande. Alors, on peut retrouver ce blason sur des produits dont les marques sont des fournisseurs officiels de la couronne, et peut-être l'avez-vous déjà vu au détour des rayons d'une boutique X ou Y. Alors, en matière de symboles, il faut bien sûr se souvenir qu'il n'y a pas d'hymne national au Royaume-Uni, contrairement à ce qu'on pense, mais que l'hymne « God Save the King » ou « Queen », en fonction du sexe du monarque, est entonné lors de célébrations officielles. Alors il s'agit d'un chant patriotique datant de 1745, que vous connaissez sans doute, et que je ne vais donc pas vous chanter. Alors le Royaume-Uni est ce que l'on appelle une monarchie parlementaire ou constitutionnelle, que l'on peut opposer à une monarchie absolue. Donc depuis la Magna Carta de 1215, dont l'article 61 prévoit que le monarque se doit de respecter l'état de droit,
sous peine d'être dépourvu de ses pouvoirs. D'accord ? Donc de là date en fait la monarchie parlementaire ou constitutionnelle britannique. Cette limitation a d'ailleurs été renforcée par l'Habeas Corpus Act de 1679, selon lequel personne ne peut être incarcéré, même sur ordre du monarque, sans avoir au préalable été informé des accusations contre lui. Enfin, suite à la glorieuse révolution de 1688, le Bill of Rights a établi la suprématie du Parlement sur la monarchie. Alors, le chef de l'État est donc un monarque, en l'occurrence Charles III, couronné le 6 mai dernier, et le chef du gouvernement est le Premier ministre, chef du parti donc qui obtient une majorité de sièges à la Chambre des communes, puisqu'il s'agit d'un suffrage indirect au Royaume-Uni, les Britanniques élisant donc des députés, et le parti qui a une majorité de députés à la Chambre des communes est le parti au pouvoir, donc le chef du parti devient Premier ministre. Alors aujourd'hui, donc Rishi Sunak, que vous pouvez voir à l'écran. La Chambre des communes, donc c'est l'une des deux assemblées qui forment le Parlement de Westminster. L'autre étant la Chambre des Lords, donc vous les voyez également à l'écran. Donc on considère que la Chambre des communes est la chambre basse du Parlement, alors que la Chambre des Lords est la chambre haute. Le chef, alors d'un point de vue constitutionnel, on peut donc dire que le Royaume-Uni est assez singulier pour deux raisons. Alors la première, c'est que, je me permets de m'asseoir, mais je pense que vous me voyez bien. Alors, la première raison, le premier paradoxe, on peut dire, c'est que le monarque, qui est aussi le chef de l'Église anglicane, puisqu'il n'y a pas de séparation entre Église et État au Royaume-Uni, le chef des armées et le chef du Commonwealth n'a pourtant pas de rôle politique. Le deuxième élément qui constitue une des particularités du Royaume-Uni est qu'il n'y a pas de constitution au Royaume-Uni, mais un ensemble de lois, de règles et de principes qui régissent les relations entre le monarque, le Parlement et le peuple. Alors de ce fait, on peut dire que le statut constitutionnel du Royaume-Uni a un caractère symbolique, ce qui le distingue d'autres pays européens et explique bon nombre de ses spécificités sociales et économiques. Le monarque britannique est donc un roi ou une reine, le fils ou la fille aînée du précédent monarque, connu avant son accession au trône sous le nom de prince ou princesse de Galles. Il s'agit là du droit de primogéniture qui ne tient plus compte du sexe depuis 2013. C'est une décision qui avait été proposée par le gouvernement Cameron en 2013. Et en effet, depuis cette date, le monarque n'est plus nécessairement le fils aîné de la famille royale. Il peut donc également s'agir de la fille aînée. Par ailleurs, la règle selon laquelle il fallait impérativement épouser une personne de religion anglicane et non pas catholique pour accéder au trône a également été abrogée en 2013. Alors, la monarchie britannique existe depuis 1066 avec la conquête normande de Guillaume le Conquérant. Et malgré les nombreux événements, parfois même les bouleversements historiques qui ont eu lieu depuis, elle n'a été interrompue qu'une seule fois, entre 1649 et 1660 par Oliver Cromwell, et on a parlé, c'était une période de dictature révolutionnaire à cette époque. Alors, la raison en est que le monarque est avant tout un symbole qui règne mais ne gouverne pas. On a cette fameuse expression en anglais qui est « reigns but does not rule ». Et en tant que telle, même si théoriquement elle a le pouvoir de déclarer une guerre, dans la pratique, elle se contente de remplir des devoirs officiels en se référant toujours au Premier ministre et à son gouvernement. Lors des élections générales, qui sont des élections législatives, le monarque n'a pas le droit de vote, par exemple. Alors, comme l'avait fait remarquer Walter Bagehot, qui est un célèbre journaliste et économiste britannique du 19e siècle, qui était donc spécialiste de droit constitutionnel, et donc son ouvrage The English Constitution, publié en 1867, demeure une référence dans ce domaine. Alors j'ai mis les citations en anglais, mais je vais les traduire, ne vous inquiétez pas, j'ai voulu mettre les citations originelles, mais je vous les traduis directement en français. Donc la première citation que vous pouvez voir en haut de l'écran est donc ce qui prouverait le mieux la sagesse d'un monarque constitutionnel serait son inaction bien pensée. D'accord ? Alors ce commentaire illustre parfaitement le rôle qu'est censé remplir tout monarque britannique, faire tout son possible en fait pour ne jamais laisser échapper de considérations personnelles. Cette inaction est donc considérée comme un travail de tous les jours qui nécessite un effort personnel impliquant un raisonnement dans la mesure où il s'agit de trouver les meilleures approches en matière de diplomatie.
Autre citation de Bagehot, donc la deuxième, ici. Le souverain a, dans une monarchie constitutionnelle telle que la nôtre, 3 devoirs: le droit d'être consulté, le droit d'encourager et le droit d'alerter. Alors, comme vous pouvez le constater, il n'est évidemment pas fait mention du droit de gouverner. C'est pour cette raison que Bagehot a écrit dans son ouvrage The English Constitution que le monarque représente la part digne, il a parlé de dignified part, de la Constitution britannique, tandis que le Parlement représente la part productive, efficient part. Donc, cela dit, le rôle du roi ou de la reine s'articule également autour de diverses fonctions très précises. Et donc, je vais vous énumérer les principales fonctions du roi ou de la reine. Alors, tout d'abord, donc, il rencontre le Premier ministre de façon hebdomadaire. Et il a le droit et le devoir d'accomplir les tâches suivantes, donc qui apparaissent à l'écran. La première d'entre elles, c'est qu'il nomme officiellement le Premier ministre, qui est le chef du parti ayant obtenu, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une majorité de sièges à la Chambre des communes lors des élections générales. Alors, si d'aventure il n'y avait pas de majorité à la Chambre des communes, le souverain pourrait néanmoins choisir le Premier ministre après avoir mené des entretiens avec les candidats potentiels. Donc le monarque parle d'ailleurs de son gouvernement, on parle de his or her majesty's government, ce qui indique que le gouvernement œuvre en son nom. Le deuxième point, c'est qu'à la demande du Premier ministre, le monarque convoque le Parlement, il inaugure et clôt les sessions parlementaires, donc il peut aussi dissoudre le Parlement lorsque le Premier ministre souhaite organiser une élection générale anticipée, donc avant les 5 ans requis. Ou si une motion de censure contre le gouvernement en place a été votée par le Parlement. Le point suivant, donc le troisième, il prononce le discours du trône. Donc c'est en fait l'annonce du programme du gouvernement pour la session parlementaire, qui est bien sûr rédigé par le Premier ministre, mais donc officiellement présenté par le monarque. Ensuite, il signe les lois votées par le Parlement, ce qu'on appelle l'assentiment royal, Royal Assent en anglais. En réalité, le président de la Chambre des communes, qu'on appelle Speaker of the House, ou un conseiller privé du monarque, donc un private councillor, peuvent être commissionnés pour ratifier les projets de loi en son nom. En outre, le monarque a théoriquement un droit de veto qu'il n'utilise jamais, en fait, car il pourrait indiquer une prise de position en faveur d'un parti ou d'un autre. Le point suivant, il nomme les ambassadeurs sur recommandation du Premier ministre. Ensuite, il peut déclarer une guerre et signer des traités internationaux selon le principe de la prérogative royale, donc c'est-à-dire sans approbation préalable du Parlement. Alors on a un exemple concret, par exemple Margaret Thatcher, que je connais très bien du coup, s'était servi de la prérogative royale pour envoyer l'armée britannique au Malouines en 1982, car elle craignait ne pas obtenir le soutien du Parlement. Alors, étant donné que le monarque est chef des armées, d'ailleurs, les navires de guerre sont tous baptisés HMS. Alors, vous avez peut-être déjà vu ça sur les navires de guerre britanniques ou dans des films ou dans des séries, les abréviations HMS. En fait, plus le nom du navire. Donc, HMS, ça correspond à His or Her Majesty's Ship. Voilà, donc le navire de Sa Majesté. Ensuite, il peut accorder son pardon. Donc, on parle de pardon royal, après un jugement délivré par une cour de la couronne. Alors d'ailleurs, étant donné que le monarque est qualifié de source de justice, en anglais on parle de fountain of justice, les décisions prises par les tribunaux sont prises en son nom. En réalité, le pardon n'a été que très peu souvent accordé depuis l'abolition de la peine de mort en 1965. Par ailleurs, il y a là un paradoxe constitutionnel majeur, puisqu'en tant que source de justice, le monarque ne peut être poursuivi. Il jouit d'une immunité légale. Même s'il est tenu de respecter la loi, bien sûr. Alors, un exemple concret, en 2002, par exemple, la reine Elisabeth II a poursuivi en justice Paul Burrell, qui était l'ancien majordome de Lady Diana, pour vol. Mais l'avocat de Burrell n'a pas pu assigner la reine à témoigner devant la cour. Ensuite, en tant que chef de l'église anglicane, puisqu'il est également Defender of the Faith, donc de la foi, donc l'église anglicane qui a été fondée par le roi Henri VIII en 1534 pour divorcer d'avec Catherine d'Aragon. Il nomme les évêques et les archevêques. D'accord ? Donc il a aussi, comme de nombreux monarques, la qualité de représenter Dieu sur terre, d'où le qualificatif Lord's Anointed, consacré par le Seigneur. Le monarque préside également le Commonwealth of Nations,
donc une association réunissant 56 nations indépendantes, anciennement dans le giron de l'Empire britannique. Et enfin, il distribue titres et honneurs, puisqu'il est également Fountain of Honor, donc également sur recommandation du Premier ministre. Alors, la liste des honneurs est très attendue et importante aux yeux des Britanniques, car elle confère un prestige social en faisant de certains citoyens les membres de divers ordres, par exemple l'ordre de l'Empire britannique ou des chevaliers. Ainsi, ceux qui ont été faits chevaliers peuvent se faire appeler Sir ou Dame, plus suivi de leur nom. Alors, il arrive bien sûr que le monarque ne soit pas d'accord ou ne s'entende pas avec le Premier ministre, ce qui semble avoir été le cas entre la reine Elisabeth II et alors Margaret Thatcher ou bien Tony Blair. Cela dit, le monarque a alors le devoir de garder son opinion pour lui et d'éviter de prendre part aux affaires politiques du pays. Et ça, c'est très important. Alors, je vous donne un exemple. Pendant la campagne du Brexit, le Sun, qui est en fait un tabloïd, donc la presse populaire britannique, laissa entendre en couverture que la reine était favorable au départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, alors que, bien sûr, cette dernière n'avait pas divulgué son opinion publiquement. Donc là, on peut le voir, Queen backs Brexit, donc la reine soutient le Brexit, ce qui était totalement faux. Par ailleurs, en tout cas, on n'a pas eu de témoignage officiel. Par ailleurs, il faut noter que le monarque et la famille royale qui l'entoure, celle que l'on a souvent appelée the firm, l'entreprise, participent activement à un certain nombre d'associations caritatives, ce qui a été et demeure une tradition. Alors, voilà pour la première partie. Ensuite, j'avais prévu, je voulais vous parler un petit peu de quelques repères chronologiques marquants. Là, sur cette partie-là, je vais aller à l'essentiel. Je ne sais pas si, Simon, il est possible éventuellement d'envoyer un document en ligne par la suite pour résumer tout ça sur le site. D'accord, très bien. D'accord, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel et effectivement, si vous voulez, je pourrais partager avec vous ces éléments par la suite via le Jardin des Sciences. Très bien. Donc les événements marquants de l'histoire de la monarchie britannique et de celle d'Elisabeth II. Tout commence en 1066 avec la bataille d'Hastings, lorsque Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, envahit l'Angleterre et en devient roi. Ensuite, en 1086, vous avez le livre du jugement qu'on appelle Doomsday Book, qui répertorie les territoires anglais et permet l'instauration d'un système féodal, accompagné donc de sa hiérarchie de barons et de chevaliers, devenant propriétaires des dits territoires. En 1100, donc c'est Henri Ier qui devient roi. Il unit donc les territoires saxons et normands et règne sur un royaume qui s'étend à cette époque-là de la France, donc de la Normandie, jusqu'au nord de l'Angleterre. Et par la suite, Henri II, son successeur, étendra encore davantage ce royaume en y annexant l'Anjou, le Maine et la Touraine. Donc il accroît également le pouvoir du gouvernement central et restructure le système juridique. Ainsi, donc il va créer en fait le système qu'on appelle le système du common law, selon lequel les décisions prises par les tribunaux ne sont pas adossées à des documents écrits, mais reposent en fait sur des coutumes et sur la jurisprudence. En 1215, donc on a la Magna Carta, qui est vraiment un texte très important dans l'histoire du Royaume-Uni, qu'on appelle également Grande Charte, qui limite les pouvoirs du souverain, de l'Église et donc des barons. Ce texte donne également naissance à la notion de procès équitable, pour garantir les droits du peuple britannique. Il s'agit donc, on peut dire, d'un premier pas en fait vers la liberté individuelle contre le despotisme monarchique. 1284, on a le pays de Galles qui rejoint le royaume, qui était bien sûr indépendant auparavant. De 1337 à 1453, la fameuse guerre de 100 ans pour la conquête de la France. En 1381, la révolte des paysans qui met fin à la pratique du servage. Ensuite, on a donc une période de 1455 à 1485 qui correspond à la guerre, ou plutôt aux guerres, au pluriel des roses, qui oppose en fait la maison d'York. Leur emblème était une rose blanche à celle de Lancaster, qui a pour emblème une rose rouge. Et donc on peut parler il s'agissait en fait de deux familles rivales pour accéder au trône. Et tout cela prend fin en 1485 puisque Henry Tudor, qui était à Lancaster, épouse Elizabeth d'York, ce qui permet à l'Angleterre de retrouver la paix. Voilà. Alors l'histoire, en fait, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose culturellement au niveau du théâtre. C'est l'histoire de Roméo et Juliette, voilà, tout à fait.
En 1534, donc Henri VIII rompt avec Rome afin d'être autorisé à divorcer, de divorcer de sa première épouse, qui était Catherine d'Aragon, et d'épouser Anne Boleyn, sa maîtresse. Il s'autoproclame donc chef de l'Église et du clergé. Et il s'agit donc du début de la Réforme, lorsque la religion catholique perd son statut de religion officielle. Ensuite, on a une période de 1558 à 1603 qui correspond au règne d'Élisabeth Ier. Alors à cette époque, l'anglicanisme devient religion officielle. Alors même si le catholicisme est toujours interdit, il s'agit quand même d'une période d'accalmie après les persécutions subies par les catholiques sous Édouard VI. En 1587, donc pendant ce règne d'Élisabeth Ier, Mary Stuart, qui était donc reine d'Écosse, est exécutée pour trahison, parce qu'elle avait été accusée d'avoir fomenté une rébellion pour installer sur le trône un souverain catholique, justement. Alors évidemment, le règne d'Élisabeth Ier est surtout connu, parce qu'il a été marqué par une vraie richesse culturelle avec la musique, le théâtre, avec Shakespeare notamment, mais aussi un renforcement du pouvoir maritime de l'Angleterre. En 1605, donc sous le règne de Jacques, James en anglais VI d'Écosse, qui devient Jacques Ier d'Angleterre, la conspiration des poudres est une tentative par quelques catholiques de faire exploser le Parlement alors que le roi et l'ensemble des membres du gouvernement s'y trouvent. Donc on célèbre toujours cet événement qui est baptisé Guy Fawkes Day au Royaume-Uni, d'après le nom du meneur de ce complot. Et donc cet événement a lieu tous les 5 novembre où des effigies de Guy Fawkes sont brûlées. En 1649, Charles Ier est exécuté et la monarchie est abolie. Et donc là, on arrive de 1653 à 1658 dans cette unique parenthèse où il n'y avait plus de monarque au Royaume-Uni, en fait, avec Oliver Cromwell, qui devient Lord protecteur de l'Angleterre, de l'Écosse et de l'Irlande, sous un régime qu'il appelle le Commonwealth. Ensuite, en 1660, donc Charles II reprend le pouvoir en tant que roi. Il est contraint de régner sans le Parlement, puisque le Parlement est devenu trop hostile envers la monarchie. Et en 1679, on a cet Habeas Corpus Act, selon lequel aucune peine d'emprisonnement ne peut être prononcée sans la tenue d'un procès en bonne et due forme. Ensuite, 1688, la Glorieuse Révolution, qui met fin au règne du roi catholique Jacques II et installe sur le trône Guillaume III. Alors, le principe de la monarchie constitutionnelle est établi à travers la Déclaration des droits, qu'on appelle Bill of Rights, ce qui permet de réduire les pouvoirs du monarque. En 1707, c'est l'acte d'union avec l'Écosse, unis donc l'Angleterre et l'Écosse. En 1714, le début de la dynastie des Hanovres, puisque la reine Anne, la dernière reine Stuart, n'a pas de descendant. Georges Ier de la dynastie des électeurs d'Hanovre et descendant de Jacques Ier monte sur le trône, donc on change de famille royale. En 18 de dynastie, donc en 1801 ensuite, un nouvel acte d'union permet de faire naître le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. En 1829, les catholiques obtiennent la liberté d'exercer leur culte. Enfin, de 1837 à 1901, alors là un règne particulièrement important, donc je voulais quand même le mentionner, le règne de Victoria, qui est marqué par l'expansion de l'Empire, mais également par la révolution industrielle au XIXe siècle, bien sûr. Et un événement à noter, c'est en 1851, la tenue de la grande exposition à Londres, qui permet aux Britanniques de découvrir, bien sûr, ce qui se fait à travers le monde, mais surtout de mettre en évidence les dernières avancées de l'industrie britannique. Donc c'est une sorte de vitrine pour le Royaume-Uni. Donc en 1876, la reine Victoria devient impératrice de l'Inde. Ensuite, en 1921, l'Irlande est scindée en 2 parties. Donc là naît la République d'Irlande et l'Irlande du Nord reste donc une partie du Royaume-Uni, c'est toujours le cas. On pourra éventuellement revenir par la suite sur la potentielle désunion du royaume. Bon, évidemment, c'est pas exactement le sujet de ma présentation, mais ça peut tout à fait être une question qu'on peut poser tout à l'heure. Ensuite, donc, on arrive à 1926 et justement à la naissance d'Elizabeth Alexandra Mary de York, qui est donc la future reine Élisabeth II. Alors, à savoir qu'en 1936, Édouard VIII devient roi, son oncle, mais est contraint d'abdiquer au cours de la même année pour pouvoir épouser une américaine divorcée, Wallis Simpson. Et c'est ainsi en fait que justement le père d'Élisabeth II, George VI, peut accéder au trône.
Alors de 1947, enfin dans les années 47-49, un événement majeur, et j'y reviendrai, c'est justement le fait que plusieurs anciennes colonies obtiennent leur indépendance. Donc on a le début de ce qu'on peut appeler la décolonisation de l'Empire britannique, avec l'indépendance de l'Inde en 47, suivi du Pakistan et du Kenya en Afrique. En 1952, Élisabeth II accède au trône. Et elle est donc couronnée le 2 juin 1953 à l'abbaye de Westminster. Donc, comme vous l'avez remarqué, il y a toujours un petit décalage, bien sûr, entre le moment où le monarque accède au trône suite au décès de son père ou de sa mère et le couronnement, pour des raisons d'organisation de cette cérémonie. Et donc... Alors, une année qui est très importante, c'est l'année 92. J'en reparlerai un petit peu, mais c'est une année qui a été qualifiée par la reine Elisabeth II d'annus horribilis, car beaucoup d'événements assez catastrophiques pour l'image de la monarchie, la séparation du prince Andrew et de la duchesse d'York, le divorce de la princesse Anne et de Mark Phillips, la séparation du prince Charles et de la princesse Diana, et pour couronner le tout, sans faire de mauvais jeu de mots, l'incendie au château de Windsor. Donc en 97, ensuite, on a bien sûr le décès de la princesse Diana qui trouve la mort dans un accident à Paris, un accident de voiture à Paris. En 99, le début de la réforme de la Chambre des Lords. Alors les pairs héréditaires, parce qu'il y avait des pairs héréditaires à la Chambre des Lords avant, ne peuvent plus y siéger. Par ailleurs, selon la dévolution voulue par Tony Blair, un parlement est installé en Écosse et une assemblée au pays de Galles. Donc la dévolution du pouvoir vers les nations périphériques, que sont l'Écosse et le pays de Galles. 2002, c'est le jubilé d'or d'Élisabeth II, donc c'est 50 ans de règne. En 2005, on a donc le prince Charles qui enfin épouse Camilla Parker Bowles, donc la reine lui donne l'autorisation d'épouser Camilla Parker Bowles. En 2008, l'Église d'Angleterre accepte l'ordination de femmes évêques, donc quelque chose d'assez novateur, évidemment, révolutionnaire. En 2011, le prince William épouse Kate Middleton. Donc, et la même année, Elisabeth II se rend à Dublin, d'ailleurs, pour la première visite du monarque britannique depuis l'indépendance de la République d'Irlande en 1921. 2012, c'est le jubilé de diamant d'Elisabeth II, donc c'est 60 ans de règne. En 2015, le règne d'Elisabeth II est officiellement plus long que celui de la reine Victoria. En 2018, il y a eu donc le mariage du prince Harry et de l'actrice américaine Meghan Markle. 2 années plus tard, en 2020, Harry et Meghan décident de quitter la famille royale pour s'installer au Canada. En 2021, d'ailleurs, dans une interview accordée à Oprah Winfrey, Harry et Meghan accusent la famille royale de racisme. Donc c'est quelque chose dont on se souvient généralement assez bien puisque c'est assez récent et ça a fait couler beaucoup d'encre. Le prince Philippe décède d'ailleurs la même année. Et enfin, 2022, jubilé de platine d'Elisabeth II, c'est 70 ans de règne et elle décède le 8 septembre de la même année. Voilà. Alors, je vais maintenant, donc après avoir présenté ces éléments chronologiques qui permettent de mieux comprendre la royauté britannique et ses évolutions jusqu'à ce jour. Donc je vous propose de revenir plus précisément sur le règne d'Elisabeth II de 1952 à 2022, soit le plus long règne de l'histoire de la monarchie au Royaume-Uni. Et à ce titre, il me semble qu'il marquera l'histoire de cette monarchie. En outre, il est fort probable que les nombreuses évolutions qui eurent lieu tout au long de ces 50 années, 70 années, confèrent à ce règne quelque chose d'à la fois fascinant et d'autant plus marquant. Gageons donc que les historiens des décennies et peut-être même des siècles à venir continueront de souligner la prépondérance d'Élisabeth II, une monarque que je qualifierais volontiers et à nouveau, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, d'indétrônable. Alors, notons tout d'abord que selon les témoignages recueillis par les biographes de la reine, comme Andrew Marr, donc vous avez les références à l'écran. Alors les livres, les ouvrages que je mentionne là ont également été publiés en français, donc vous pouvez facilement les retrouver en français également si vous le souhaitez. Donc selon Andrew Marr, Elizabeth aurait eu une enfance tout à fait joyeuse et confortable, entourée de sa mère, de son père, de sa sœur Margaret. Le roi George VI lui aurait très tôt inculqué une éducation quant au rôle constitutionnel du monarque, l'incitant à se tenir à jour de l'actualité du pays, à travers la lecture de journaux notamment. Alors il s'agissait en effet de s'assurer que la jeune Elizabeth comprenne d'emblée les affaires publiques et le fonctionnement politique du pays. Cela dit, Elizabeth n'a jamais fréquenté les bancs de l'école,
car elle disposait d'un prédicateur, et il lui a d'ailleurs souvent été reproché de ne pas disposer de connaissances approfondies, notamment en matière de géographie ou concernant l'histoire d'autres pays que le sien. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les jeunes Elizabeth et sa sœur Margaret vécurent au château de Windsor, tandis que leurs parents se rendaient régulièrement à Buckingham. Donc Windsor était en fait une sorte de forteresse qui éloignait d'autant plus les deux jeunes filles de la société et d'une vie entre guillemets normale. Et selon le biographe Robert Lacey, que je mentionne également ici dans mes sources, à cause de la guerre, Elizabeth n'eut a fortiori pas une adolescence très libre, ce qui forgea peut-être son tempérament assez strict, voire austère, et ce sens du devoir qui lui était chevillé au corps. D'ailleurs, souvenons-nous qu'Élisabeth demanda à son père de pouvoir contribuer autant que possible à l'effort de guerre et qu'en 1945, elle rejoignit le service territorial auxiliaire, qui est la branche féminine en fait de l'armée britannique. Alors elle y apprit à conduire et officia comme mécanicienne notamment. Donc on peut encore voir des photos d'Élisabeth II en tant que mécanicienne enrôlée donc dans l'armée britannique. Il s'agissait alors bien sûr avant tout d'une occasion de mettre en avant l'engagement de la famille royale dans le conflit, et c'est pour ça que justement beaucoup de photos ont été prises à l'époque, soit en fait un modèle pour les sujets du royaume. Alors peu après la fin du conflit, la princesse Elizabeth se mit à voyager à travers les pays du Commonwealth pour mieux comprendre le lien qui unissait les pays de l'Empire britannique, alors que l'Inde et le Pakistan, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, furent les premières colonies à déclarer leur indépendance en 1947. Alors pendant cette période, entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le décès de son père George VI en 1952, la jeune princesse commença à endosser de plus en plus de responsabilités afin de délester son père qui, malade, ne pouvait plus remplir l'ensemble de ses fonctions. Et par exemple, elle participa à certaines cérémonies comme Trooping the Colour, qui est une parade militaire ayant lieu chaque année le deuxième samedi du mois de juin. Donc c'est une photo qui date de 1950 ou 51, peu de temps avant le décès de son père. Enfin, donc le couronnement donc du coup d'Élisabeth II eut lieu en juin 1953. Alors il donna lieu à un véritable élan patriotique au Royaume-Uni, ce qui est censé être le cas de tout couronnement royal. L'engouement était peut-être un peu plus modéré avec le couronnement de Charles III, mais on en reparlera. Pour autant, quelques années plus tard, en 1956, la crise du canal de Suède, après l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, donc, fit craindre à la reine une certaine désaffection pour l'Empire britannique et l'ostracisation du Royaume-Uni sur la scène internationale. En effet, il faut noter que l'intervention britannique pour reprendre le contrôle du canal fut désapprouvée par les États-Unis, qui craignaient une escalade des tensions dans le contexte de la guerre froide. Alors cet épisode démontre à quel point un monarque pouvait se retrouver dans une situation peu confortable suite aux volontés d'ingérence d'un Premier ministre, en l'occurrence Anthony Eden à l'époque. La seule différence étant qu'Eden fut poussé à la démission après le fiasco de Suez, alors que la reine demeura bien sûr sur le trône. Alors notons également que la famille royale avait une influence directe sur la façon dont la reine était perçue et que les nombreux aléas de cette famille portèrent souvent préjudice à l'image de la reine et de la monarchie. Alors même la simple décision du prince Philippe, son mari donc, de partir seul pendant 6 mois au cours de l'hiver 56-57 pour faire le tour des pays du Commonwealth, fit la une des journaux qui s'empressèrent de déclarer que le couple royal battait de l'aile. Après son accession au trône et au fur et à mesure que les années passèrent, la reine devint petit à petit une véritable mémoire vivante, de par les nombreux premiers ministres auxquels elle avait octroyé l'assentiment royal et qu'elle avait eu l'occasion de côtoyer lors de ses entretiens hebdomadaires avec eux. Par ailleurs, on peut considérer qu'elle apporta une certaine humanité au déclin inévitable du pays qui s'échelonna tout au long de son règne. Elle s'était rendue compte que pour préserver la monarchie, il fallait qu'elle s'adapte constamment aux évolutions de la société qui l'entoure et donc de ses sujets. Alors par exemple, au début, la reine était réticente à apparaître à la télévision, mais elle fut finalement convaincue par le prince Philippe de prononcer son fameux discours de Noël, devant les caméras de la BBC. Avant, en fait, il était diffusé à la radio.
Alors cette stratégie de communication avait très bien fonctionné dans la mesure où, dès les années 60, presque la moitié de la population britannique se retrouvait devant le petit écran à l'heure d'assister aux vœux de la reine. Ensuite, lors de l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en tant que première ministre en 1979, une rivalité s'installa entre les deux femmes, car bon nombre de Britanniques considéraient la première ministre comme une figure plus moderne, davantage en phase avec son temps. Par ailleurs, Margaret Thatcher se présenta sous les traits d'une femme politique radicale, aux décisions très tranchées, tandis que la reine incarnait le consensus et la stabilité. Donc on a vraiment deux figures totalement opposées. Et qui permettaient donc aux Britanniques de s'identifier soit à un camp, soit à l'autre, on pourrait dire. Ensuite, donc le 29 juillet 1981 eut lieu un événement particulièrement glorieux pour la royauté, le mariage du prince Charles avec Diana Spencer. Alors, grâce à la retransmission télévisée de ces noces à travers le monde, il s'agissait d'un coup de projecteur extrêmement puissant sur la monarchie britannique. Cela permit donc de redorer son image. Pour autant, ces progrès dans le domaine de la communication médiatique furent accompagnés par l'émergence d'une presse à scandale particulièrement féroce, notamment les tabloïds, qui, quelques années plus tard, allaient justement mettre à mal l'image de la monarchie en pointant du doigt l'intimité du couple Charles-Diana et les problèmes conjugaux qu'ils rencontrèrent. On peut donc supposer que si ces problèmes s'étaient présentés 20 ans auparavant, ils auraient été étouffés par la famille royale elle-même. Mais dans les années 1990, il n'était plus concevable de contrôler cette nouvelle donne à la fois exhibitionniste et voyeuriste. En effet, la discrétion et la mise en retrait de soi semblaient avoir cédé le pas à une morale de l'authenticité individuelle et de l'ouverture de soi aux autres. Et donc, on a le fameux gourou des médias, Rupert Murdoch, et son empire britannique grandissant à l'époque, donc avec le Sun, le Sunday Times, le News of the World, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui tirait à un grand nombre d'exemplaires à l'époque, incarnait d'ailleurs cette nouvelle dialectique. Alors, cela dit, il faut noter que la reine elle-même ne fut pas la cible principale de cette presse populaire, mais que ses enfants, eux, étaient effectivement traités comme des célébrités dont il fallait dénoncer les imperfections. Alors, l'année 1992, quant à elle, celle qui avait été qualifiée d'annus horribilis par la reine, alors à ce stade, comme je l'ai précisé avant, les séparations et divorces au sein de la famille royale, l'intrusion de plus en plus marquée des médias, l'incendie au château de Windsor et l'impuissance du gouvernement Major pour apporter un quelconque soutien à la reine semblèrent avoir eu raison du masque d'impassibilité et de détachement que la reine revêtait dans toutes circonstances. Alors c'était un peu comme si chacun de ces soubresauts avait en fait amplifié les autres pour créer un véritable déferlement de catastrophes. Alors afin de financer les travaux de remise en état du château de Windsor, qui avait donc été ravagé par un incendie, le palais de Buckingham fut ouvert au public pour des visites qui étaient initialement facturées 8 livres l'entrée. Les bénéfices devaient donc aller à la restauration du château et devaient durer 4 ans. Cela dit, ces visites se perpétuent encore aujourd'hui. Et derrière cette décision purement financière, toute une symbolique fut bien sûr mobilisée, celle d'une monarchie plus ouverte, se rapprochant du peuple. Alors, lors du décès de Diana à Paris, le Premier ministre Tony Blair dut convaincre Elisabeth II de prononcer une allocution télévisée pour témoigner sa tristesse. Et alors même si cette intervention se fit quelque peu attendre, puisque la reine n'a pas tout de suite réagi suite au décès de Diana, elle fut une réussite pour la monarchie dans la mesure où la reine parvint à démontrer en fait qu'elle avait été à l'écoute des attentes du peuple et qu'elle y répondait. Alors comme elle le dit elle-même, j'ai 2 citations du discours qu'elle a fait devant les caméras. Alors j'ai traduit les citations à nouveau. Dans la première, elle dit « Je pense qu'il faut tirer des leçons de son existence et de la réaction autant exceptionnelle qu'émouvante à l'annonce de son décès. » Donc tirer des leçons. Alors dans ce discours, Elisabeth II ne manqua tout de même pas de souligner que la Diana que les Britanniques pensaient connaître n'était pas exactement identique à la Diana qu'elle avait connue. Et donc on a la deuxième citation qui est là, que j'ai traduit, les millions de personnes qui ne l'avaient jamais rencontrée, mais qui avaient l'impression de la connaître. Donc là, évidemment, c'était un petit pic lancé à l'égard de Diana.
Alors, le Premier ministre Tony Blair, qui n'avait pas toujours entretenu des relations très apaisées avec la reine, a néanmoins parfaitement résumé sa capacité à s'adapter, à se moderniser dans les propos suivants. Et donc là encore, je vais traduire la citation, mais c'est la citation originelle, authentique de Tony Blair. Donc il a dit, en fait, elle a lentement, mais assurément guidé la monarchie sur la voie de la modernisation, en tentant de donner du sens à un concept qui semble particulièrement démodé, et en l'ajustant à un monde très moderne qui évolue très rapidement. Et je pense que ça résume justement très bien ce règne d'Élisabeth II. Alors, le mariage de Kate et William, le 29 avril 2011, est probablement l'un des derniers événements les plus glorieux de la monarchie britannique. En effet, il fut suivi à la télévision par environ 2,4 milliards de personnes à travers le monde, soit à peu près, pour vous donner une idée, c'est un tiers de la population mondiale. Cela dit, les dernières années du règne d'Élisabeth II ne furent pas du tout de tout repos, car, comme nous le verrons, dans peu de temps, elle dut faire face à de nombreuses crises et scandales, notamment concernant sa propre famille. Et donc j'en viens à la partie suivante, qui va être assez courte, je vous rassure. Je vois que le temps passe très vite. Mais je souhaitais évoquer de manière très succincte en fait le rôle et donc l'importance du monarque britannique dans la représentation du Royaume-Uni à travers le monde, car il me semble qu'il s'agit là d'un élément essentiel. Alors, si nous continuons de prendre en considération le cas d'Élisabeth II, il est tout à fait, donc il est d'abord absolument flagrant que sa longévité et donc la durée de son règne lui ont permis de rencontrer de nombreux chefs d'État et de gouvernement et d'acquérir une connaissance de plus en plus éclairée en matière de géopolitique. Alors il s'agissait d'ailleurs probablement de la seule personne au monde ayant eu l'occasion de rencontrer tant de dirigeants étrangers. Par exemple, elle hébergea chez elle des figures aussi iconiques que variées comme le général de Gaulle, Lech Walesa, Nelson Mandela, le Shah d'Iran, l'empereur Hirohito du Japon, le roi Faisal, Nicolae Ceausescu, Robert Mugabe du Zimbabwe, Julius Nyerere de Tanzanie, Kenneth Kaunda de Zambie, Nikita Khrouchtchev ou encore Vladimir Poutine. Beaucoup de chefs de gouvernements africains, bien sûr, car membres du Commonwealth, mais aussi, bien sûr, les nombreux présidents des États-Unis qui se succédèrent tout au long de son règne et que je n'énumérerai pas. Alors, de manière générale, on peut dire d'Élisabeth II qu'elle remplissait parfaitement les fonctions de la monarchie britannique à travers le monde, notamment parce qu'elle était chef d'État de 15 nations autres que le Royaume-Uni. Alors évidemment, lorsque le monarque se déplace en visite à l'étranger, ses interactions avec les chefs d'État et de gouvernement ne doivent jamais porter sur des sujets controversés. Vous l'aurez compris, pas de politique. Alors il ne s'agit pas de politique, mais d'une forme de diplomatie que je qualifierais d'une diplomatie du bon sentiment. Le monarque doit en effet faire preuve de retenue et exprimer les bonnes intentions de son pays à l'égard d'autres nations. Ainsi, le monarque part à la rencontre des chefs d'État, les écoute attentivement, mais n'est pas là pour soulever des questions d'ordre politique. Il est donc une sorte de ministre de l'amitié, un émissaire de la bonne entente. Et en matière de diplomatie, chaque nation doit jouer, bien sûr, avec les cartes dont elle dispose. Et là, il est clair que le Royaume-Uni a l'avantage de disposer d'un roi, atout que ne possèdent pas la plupart des autres États à l'heure actuelle. Par ailleurs, notamment dans le cas des 56 États membres du Commonwealth, dont vous voyez les drapeaux à l'écran, le monarque, et que je n'énumérerai pas là encore, mais le monarque se doit de constamment raviver une attache émotionnelle à la couronne. Et là, c'est très important dans le sens où c'est la raison pour laquelle la plupart des déplacements d'Élisabeth II ciblaient précisément ces pays, et Charles III envisage une tournée des pays du Commonwealth l'année prochaine, en 2024. Alors, il me semble que l'apparition physique du monarque permet justement à la monarchie de mieux ressouder ces liens susceptibles de se distendre de par l'éloignement géographique du Royaume-Uni. Alors ensuite, la question des finances royales. Donc, c'est une question qui est un peu plus épineuse et qui a pu mettre à mal la monarchie britannique au cours des dernières décennies, donc celle de son financement. Alors cette partie sera comme la précédente relativement succincte, mais il me paraissait intéressant d'aborder cette thématique. Alors les controverses et débats quant au financement de la couronne ont foisonné au Royaume-Uni depuis le début du règne d'Élisabeth II, c'est-à-dire à compter des années 50. Il faut savoir qu'il existait alors trois sources de financement, trois sources de revenus qui garantissaient le bon fonctionnement de la couronne, qui apparaissent donc à l'écran. Le premier, c'est la liste civile.
soit un montant reversé par le gouvernement qui provenait des revenus du Crown Estate, autrement dit le domaine royal en français, gérant le portefeuille des actifs associés à la royauté. Le deuxième, c'est la fortune personnelle du monarque, qui finance ses dépenses courantes. Et enfin, les investissements privés de la couronne, qui, selon les sources, valent quelques milliards de livres. Alors, les propriétés et investissements forment ce qu'on appelle le Privy Purse, ou la cassette royale, provenant essentiellement du duché de Lancaster, qui est donc plus réduit que le Crown Estate, que le domaine royal. Alors, le Crown Estate ou domaine royal comprend des terres acquises au fil du temps par les rois et reines depuis la conquête normande de 1066, depuis les origines. Et au Moyen-Âge, puisqu'il était devenu de plus en plus compliqué pour les monarques d'administrer un pays de plus en plus peuplé, cet argent provenant de l'exploitation des terres était utilisé par ces monarques pour financer leur propre gouvernement. Et parfois, certains de ces emplacements étaient même offerts à des nobles afin d'obtenir leur soutien. Et donc au fil du temps, il s'agissait en fait là d'une forme d'une façon de s'octroyer en fait davantage de popularité. Et au fil des siècles, on peut observer que la monarchie a perdu un certain nombre de ses terres, même si encore aujourd'hui elles équivalent à environ 650 millions de livres, ce qui représente à peu près 740 millions d'euros. En effet, dans ce patrimoine, on retrouve aussi bien des forêts entières que des immeubles de standing dans les rues les plus prestigieuses de Londres, comme Regent Street et autour de St. James Park. Alors, au début, les revenus engrangés étaient directement perçus par la couronne, mais en 1760, George III, donc le roi que vous voyez là, accepta d'en confier la gestion à son gouvernement, qui jouait en fait un rôle d'intermédiaire, reversant une partie des recettes à la couronne en fonction de ses besoins, sous la forme de ce qui s'appelait donc une liste civile. Alors cela permettait également aux députés de gérer les dépenses de la royauté. Et à l'époque, donc le prince Charles avait d'ailleurs tendance à dénoncer ce mode de fonctionnement, car il souhaitait que la famille royale puisse s'affranchir en fait de cette forme de contrôle gouvernemental. Alors on comprend mieux la réaction du prince Charles lorsque l'on constate que la presse à scandale, qui prenait son essor donc dans les années 70-80, commentait inlassablement les dépenses de la famille royale en les présentant comme une forme d'extravagance, alors que les Britanniques connaissaient une période tumultueuse, notamment due à une inflation galopante. Et au cours des années 70, il y eut d'ailleurs une montée du républicanisme provoquée en partie par la liste civile. Alors cette liste civile, elle fut abolie en 2011, afin de mettre un terme au débat parlementaire souvent houleux et relayé par les médias quant aux montants alloués à la couronne. Et donc, à la place de la liste civile, on a aujourd'hui le Sovereign Grant Act, qui a été mis en place sous le gouvernement de David Cameron et qui instaura donc un pourcentage fixe de subvention à la couronne, qui n'est pas négocié, mais qui s'élève aujourd'hui à 25% des revenus du domaine royal, donc du Crown Estate. Et depuis 2011 et cette nouvelle mouture de financement de la monarchie, on peut observer que les dépenses excessives ou inutiles ont été supprimées grâce à l'intervention de gestionnaires chevronnés à même de prendre des décisions beaucoup plus fines que celles prises auparavant par les gouvernements, donc par des politiques. Certains ont même pu parler d'une forme de privatisation de la monarchie en ce sens. En outre, il faut noter que c'est régulièrement posé la question de l'imposition sur la fortune personnelle du monarque, qui est la deuxième source de financement, alors dans la mesure où, légalement, ce dernier est exempté d'impôts, que ce soit sur le revenu ou sur la succession. Cela dit, la reine Elisabeth II a instauré un système selon lequel la couronne verse une partie de ses revenus aux impôts en compensation de cette exonération. Donc cela dit, personne ne connaît réellement la valeur de ces montants reversés. Et lorsqu'il était encore prince de Galles, Charles versait également une part des revenus du duché de Cornwall, donc le duché qui est associé au prince de Galles, aux impôts, pour tenter de désamorcer les critiques quant à l'injustice issue des privilèges royaux. Par ailleurs, toute autre rentrée d'argent perçue par le prince de Galles, donc en dehors de ceux liés au duché de Cornwall, est soumise à l'impôt sur le revenu. Alors en plus de ces efforts consentis par la monarchie pour pouvoir continuer d'obtenir le soutien des Britanniques,
Là, on peut parler d'une réelle modernisation en ce sens. Souvenons-nous, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, que certaines ailes du château de Buckingham furent ouvertes au public, aux visiteurs à compter de l'année 93. Et cette décision avait pour but originel donc de financer les travaux de remise en état de Windsor, mais continue d'avoir lieu et donc de générer des profits pour la royauté. Par ailleurs, cette ouverture du château sur le monde est perçue comme un rapprochement avec la société civile. Il s'agissait également de compenser les scandales, souvent provoqués par des membres de la famille royale, ternissant l'image de la monarchie et de faire face aux velléités républicaines qui pointent de temps en temps, même timidement, le bout de leur nez. Et j'en viens à la partie suivante, sur les scandales royaux et le républicanisme. Alors, au cours de ces dernières décennies, on a souvent entendu dire que la monarchie britannique était en crise à cause du comportement de divers membres de la famille royale, donc les scandales matrimoniaux, le divorce du prince Charles, son second mariage, les collusions entre le prince Andrew, le second fils d'Elizabeth II, et le délinquant sexuel Jeffrey Epstein, ou encore le départ de Harry et Meghan, qualifiés de Megxit. En outre, il a souvent été reproché à cette famille royale d'être trop éloignée des préoccupations des Britanniques. Et comme nous l'avons vu, le coût qu'elle représente, supporté par l'ensemble de la population, a pu constituer une autre source de reproches. En effet, la famille royale coûte cher, les contribuables devant débourser chaque année quelques 800 000 livres pour assurer son maintien. Alors, à l'échelle individuelle, ça représente pas grand-chose, mais sur l'ensemble, c'est quand même une certaine somme. Alors, comme je l'ai également précisé tout à l'heure, la famille royale est constamment mise à nu par la presse à scandale, notamment les tabloïds, qui n'hésitent plus, depuis quelques décennies, à mettre en relief tout ce qui est susceptible d'attirer l'intérêt des Britanniques, qu'il s'agisse d'éléments réellement inquiétants ou de choses plus prosaïques. En fait, on peut dire que l'aura de la famille royale a été mise à mal par ces médias qui tentent de lever le voile sur la vie privée des membres de cette famille. Et parfois, bien sûr, cela s'est avéré bénéfique. Par exemple, lorsqu'en novembre 2019, la journaliste Emily Maitlis a révélé l'implication du prince Andrew dans l'affaire Epstein. Mais évidemment, ça n'est pas toujours bénéfique, puisque, comme je l'ai dit avant, beaucoup de détails un peu triviaux ont souvent ont été mis en avant. Alors, je voulais vous proposer un tableau qui reprend en fait les principaux arguments pour et contre la monarchie. Évidemment, il y en a d'autres, mais les principaux arguments, donc à la question « faut-il préserver la monarchie ?», on pourrait se dire qu'aujourd'hui, dans la colonne du pour, on pourrait avoir le fait qu'elle impose une forme de continuité entre passé et présent, donc perpétuation des traditions. Ensuite, elle permet de maintenir l'unité du royaume, et donc ça, on pourra éventuellement en reparler. Elle permet également d'imposer le Royaume-Uni donc sur la scène internationale, et renforce l'attrait touristique du pays, bien sûr. Dans la colonne des pour, elle coûte cher aux contribuables. Ensuite, elle est désuète, voire anachronique, et j'y reviendrai. Et enfin, elle n'a pas d'utilité concrète. Alors, par ailleurs, il faut dire que parmi les critiques envers la monarchie britannique, on entend souvent l'argument selon lequel elle n'est pas, ou elle n'est du moins plus représentative de la population du pays, dans la mesure où il s'agit d'une famille blanche, aristocratique et protestante. Meghan Markle a tenté d'apporter quelque chose de divergent, mais comme on le sait bien, elle n'a pas réussi à s'intégrer à cette famille royale, à cette firme, au fonctionnement très singulier. Et au bout du compte, on a pu remarquer que la monarchie défend avant tout la monarchie elle-même, au détriment de ses membres. Alors la monarchie est également critiquée pour son manque de transparence, alors que les activités du gouvernement sont devenues de plus en plus visibles depuis l'entrée en vigueur du Freedom of Information Act en 2005, permettant aux citoyens d'accéder aux informations gouvernementales, sauf lorsqu'il est question de sécurité nationale, celle de la monarchie reste voilée de secret. Alors, en dépit de toutes ces critiques, il faut noter qu'il y a au Royaume-Uni très peu de soutien pour l'abolition de la monarchie. Même les travaillistes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui défendent davantage de justice sociale, n'ont pas pour coutume de remettre en question son intérêt. Et j'en viens à ma dernière partie, sur Charles III. Alors je n'ai pas osé intituler cette dernière partie un nouvel élan pour la monarchie, car il me semble que avec l'arrivée au pouvoir de Charles III, on risque d'assister à un règne qui sera moins glorieux que celui d'Élisabeth II.
Évidemment, je me garderai bien d'émettre des prédictions qui seront peut-être contredites, mais nous pouvons déjà observer quelques nouvelles inflexions prises par la monarchie à l'occasion de cette succession. Alors, tout d'abord, pour éviter justement les nombreux scandales concernant la royauté, Charles III a régulièrement évoqué l'idée de restreindre la famille royale à un nombre limité de ses membres, notamment quant au financement de leurs diverses activités et à leurs fonctions liées à la représentation de la couronne britannique. En effet, il a été le spectateur privilégié des divers scandales dont j'ai parlé tout à l'heure, concernant ses frères cadets, de divorces dont le sien, et de critiques concernant le coût que représente la monarchie. Et il semblerait donc que Charles III souhaite voir se former une famille royale réduite, davantage en adéquation avec un Royaume-Uni aux ambitions plus modestes. Alors bien sûr, une telle volonté a ses propres limites et peut s'avérer autodestructrice dans la mesure où des millions de monarchistes britanniques, de défenseurs de la monarchie, sont tout justement fascinés par la dimension mystique et la grandeur de la couronne. Pour eux, c'est cet aspect que l'on peut qualifier de grandiloquent qui justifie l'essence même de cette monarchie. Ils estiment donc que les membres de la famille royale ont tous un rôle à jouer, une contribution à apporter, et n'envisagent pas de cérémonie quelle qu'elle soit, donc l'inauguration d'un bâtiment public ou un dîner caritatif, sans la présence d'un membre de cette famille. Par ailleurs, Charles III, Charles, qui n'était pas encore Charles III à l'époque, a de tout temps été très engagé dans la préservation de l'environnement et dans la lutte contre le dérèglement climatique. Et comme on le sait, il a souvent milité pour l'utilisation d'énergies plus durables et possède des voitures alimentées au biocarburant. Il a souvent prononcé des discours en ce sens et a été reçu non pas seulement en tant que prince de Galles, mais également en tant que personnalité intellectuelle engagée à des meetings internationaux de lutte pour la préservation de l'environnement. Et hélas, en tant que roi, comme on l'aura compris, il lui est dorénavant impossible de poursuivre ses engagements et de continuer à militer en faveur de changements politiques globaux, même si des millions de personnes à travers le monde partagent et soutiennent ses convictions d'ordre politique. Comme vous l'aurez compris, c'est justement parce qu'il s'agit de convictions politiques qu'un monarque n'est pas censé les exprimer. Alors, de par le passé, Charles a eu des relations quelque peu houleuses avec certains premiers ministres comme Margaret Thatcher ou Tony Blair. En effet, il avait laissé entendre que le thatcherisme était socialement clivant. Il a souvent justement laissé un peu entendre ses opinions, ce qu'il n'était pas censé faire. Et il avait dénoncé l'interdiction de la chasse aux renards par le gouvernement Blair, quelque chose qui l'avait vraiment fâché. Il s'agit donc d'un homme dynamique, aux convictions tranchées, qui a régulièrement soulevé des problématiques liées à l'environnement, mais aussi au respect des droits de l'homme. Alors, c'est vrai qu'il a souvent une image pas forcément très glorieuse, mais derrière cette image se cache quand même un grand nombre d'engagements. Et en tant que roi, il lui faudra sans doute avaler des couleuvres et accepter de laisser de côté certaines de ses convictions pour ne pas usurper son rôle et ses fonctions, notamment s'il est amené à rencontrer des personnalités telles que le président chinois Xi Jinping, dont il dénonce les politiques à l'égard du peuple ouïghour, ou s'il doit signer un traité de commerce avec des pays d'Amérique du Sud responsables de la déforestation en Amazonie. Alors, malgré ses velléités réformistes, il est difficile d'imaginer qu'un roi couronné à l'âge de 73 ans aura suffisamment de temps devant lui pour, à l'instar de sa mère, insuffler un nouvel élan à son pays. Et je pense que ce qui comptera avant tout, ce qui sera sa mission première, sera la façon dont il formera son fils William pour siéger sur le trône du Royaume-Uni. Et donc, pour finir, voilà, j'arrive à ma conclusion. J'ai intitulé ma conclusion la monarchie britannique, un anachronisme, point d'interrogation, bien sûr. Je vais pas être trop tranché non plus, mais on pourra bien sûr y revenir. Et si vous avez une opinion particulière à ce propos, on pourra en parler tout à l'heure. Alors, quel que soit en fait l'indicateur que l'on retient, la popularité de la monarchie britannique auprès de ces sujets impressionne par son niveau et par sa stabilité. Alors d'après Ipsos Mori, donc le premier sondage que vous pouvez voir à l'écran, 75% des Britanniques étaient satisfaits de la façon dont Elisabeth II s'acquittait de ses fonctions en décembre 92. 10 ans plus tard, le chiffre s'élevait à 82% et il a culminé à 90% en 2012, année du jubilé de diamant. Deuxième sondage,
qui est au bas de l'écran. Donc quand YouGov sonde l'opinion sur sa vision de la monarchie en octobre 2020, ce sont encore 67% des sondés qui estiment que le pays doit conserver ce régime, contre seulement 21% qui prennent position en faveur de l'élection du chef de l'État. Cette forte popularité au long cours est d'autant plus frappante que la société britannique est traversée par un certain nombre de désaccords, de défis, comme le nationalisme écossais, et même de déchirures, les inégalités sociales, mais le monarque, lui, fournit sans faillir un point d'ancrage national. Alors, en son temps, la reine Victoria connut 10 premiers ministres, et Liz Truss fut le 14e premier ministre d'Élisabeth II. Quant au gouverné, il trouve dans le souverain le symbolisme que d'autres voient dans la Marianne républicaine. Par ses adresses rassurantes, par ses visites au plus près du public, il personnifie la nation, donne un visage au royaume, pour lui-même et hors de ses frontières. À l'heure actuelle, il faut noter qu'aucun parti politique britannique, à l'exception des nationalistes nord-irlandais du Sinn Féin, ne demande l'abolition de la monarchie. Et donc, même si le monarque n'a pas de réel pouvoir politique, son existence continue d'incarner la transmission héréditaire des privilèges sociaux et financiers propres à l'aristocratie. Comme je l'ai souligné précédemment, le Parti travailliste a des racines socialistes. On pourrait donc imaginer qu'il appelle de ses vœux la fin de la royauté, mais il n'en est rien. Même Jeremy Corbyn, chef du parti de 2015 à 2020, plus radical que ses prédécesseurs, n'a pas porté cette bataille-là. Son refus de chanter l'hymne national God Save the Queen lors d'une cérémonie officielle en 2016 était plus un symbole antimilitariste qu'anti-royaliste. Et on peut donc dire, sans ambiguïté, qu'au Royaume-Uni, la monarchie fait bel et bien l'objet d'un consensus politique et social. Merci beaucoup. Avec ces codes de popularité qui laissent rêveur tous les chefs d'État. Merci beaucoup Yves pour cette présentation, certes un petit peu plus longue qu'à l'accoutumée, mais un si long règne valait bien ces quelques minutes supplémentaires. Je vous propose qu'on amorce maintenant notre petit temps de questions et d'échanges, et je passe avec mon micro pour les premières mains qui se lèvent dans la salle. Oui. Bonjour, merci pour la conférence. J'aimerais savoir qu'est-ce que la famille royale apporte à l'Angleterre qui manque à la France et aux Français. Voilà, alors je crois avoir compris votre question, l'acoustique est pas très bonne, mais ce que ça apporte, ce que la monarchie apporte à l'Angleterre, qu'il manquerait à la France, oui. C'était ça ? Oui. D'accord. Merci pour votre question. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment comparer la situation, c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat de comparer la situation de deux pays qui n'ont, alors évidemment avec la France, où justement, là on a vraiment un peuple anti-monarchiste, avec encore quelques personnes qui considèrent de temps en temps qu'une monarchie c'est peut-être bénéfique au pays, justement par cet aspect, par cette forme de continuité qu'elle incarne. Alors, si on va dans le sens de cet argument, on peut effectivement considérer que la monarchie apporte cette continuité. Et c'est peut-être ce qui permet justement au Royaume-Uni de dépasser, d'aller au-delà, de toujours survivre en fait à toutes ces crises politiques qui ont été nombreuses ces derniers temps, puisque vous l'avez peut-être constaté, les gouvernements ont beaucoup changé au cours des dernières décennies. On a un parti conservateur qui est toujours au pouvoir, aucune élection qui a lieu, donc aucune élection législative générale organisée, puisque de nombreuses démissions et donc uniquement des élections internes au parti pour pouvoir choisir un nouveau chef de parti et pour qu'on ait un nouveau Premier ministre à la tête du pays, mais énormément de déceptions sur le plan politique, des crises sociales majeures qui traversent également le pays. Pour autant, peut-être que ce qui fait une des singularités du peuple britannique, c'est justement sa capacité, sa résilience. Alors je sais que le mot est très à la mode, mais là effectivement, je crois qu'on peut réellement parler de résilience puisqu'il a tendance à toujours à être très ancré dans son passé, dans ses traditions, et à justement réussir à voir au-delà des gouvernements qui sont politiquement transitoires. Donc ça ne les empêche pas de dénoncer justement les politiques menées par les gouvernements, tout en restant assez soudés. Donc effectivement, forcément, je pense que la monarchie apporte également une forme de ferveur patriotique, par définition, qui est peut-être moins présente dans d'autres pays.
Alors après, effectivement, si on comparait le Royaume-Uni à d'autres monarchies à travers le monde, la monarchie espagnole ne se porte pas très très bien. Donc c'est pas forcément, ce sera pas forcément un très bon exemple. Mais en tout cas, on peut quand même constater qu'il y a généralement cette ferveur patriotique qui est toujours présente. Voilà. Je me suis permis de faire la comparaison avec la Marianne républicaine, mais bien entendu, cette comparaison est complètement, enfin, est un peu tirée par les cheveux, hein, puisque l'idée, c'est simplement de dire qu'effectivement, on a une figure tutélaire, quelqu'un qui personnifie la nation. Merci pour votre question. Merci. Y a-t-il une autre main qui se lève? Eh bien, pour continuer un peu dans le même registre, quel est le rôle, parce que une royauté, c'est bien, mais il n'y a pas que le roi ou la reine, il y a aussi toute l'aristocratie qui va avec. Donc, qu'on n'a plus, même s'il reste quelques nobles, on va dire entre guillemets, mais en France, quel est le rôle en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, de cette aristocratie? Alors, on a en fait au Royaume-Uni encore une chambre, donc j'ai parlé du Parlement tout à l'heure justement, enfin en début de présentation. Donc le Parlement qui est composé de deux chambres, chambre haute, la Chambre des Lords, la Chambre basse, la Chambre des communes. Effectivement, donc à la Chambre des Lords siègent encore des lords qui sont nommés à vie. Alors, comme je l'avais expliqué justement, il n'y a plus de lord héréditaire. Donc voilà, c'est déjà un des privilèges aristocratiques qui a été abrogé. Par contre, demeure ce privilège de personnes qui sont nommées à vie et d'une aristocratie qui se perpétue. Alors l'aristocratie, je pense que on le verra dans les années à venir. Je ne sais pas si vous avez suivi le couronnement, du coup. Vaguement, peut-être pas toute la journée, peut-être pas tous les commentaires people, etc. Voilà. Moi non plus, j'ai pas tout suivi en détail, mais en tout cas dans les grandes lignes, effectivement, on a pu constater. Donc, quand le roi a pu recevoir des vœux d'allégeance, ce qu'on appelle des vœux d'allégeance, il a appelé son fils William à venir exprimer ses vœux d'allégeance. Ce qui était une première en fait, parce que seul son fils William est venu, alors que dans la tradition en fait, de nombreux membres de l'aristocratie viennent exprimer leurs vœux d'allégeance envers le roi. Ça avait été le cas avec le couronnement d'Élisabeth II par exemple. Donc là, on a clairement une volonté en fait du roi de restreindre, de nous donner un petit peu moins de poids, je dirais, moins d'importance à l'aristocratie, en tout cas dans la présentation, dans la représentation. Et donc, alors, on le verra, mais je pense qu'il y a à travers cette succession au trône, une volonté justement, oui, effectivement, de donner un petit peu moins d'importance à cet aspect aristocratique pour aussi désamorcer de nombreuses critiques, puisque la plupart des critiques portent justement sur cette perpétuation des privilèges aristocratiques. Voilà, évidemment, on a encore des familles aristocrates qui possèdent de grandes parties du territoire britannique, pas seulement la famille royale, d'autres familles également. Et donc là, évidemment, ça demeure. Enfin, cette tradition demeure bien sûr au Royaume-Uni. Non, alors. Justement, alors cette liste civile a été abrogée. Il n'y a plus de liste civile. En fait, il y a ce Sovereign Grant Act qui permet de financer la famille royale. Pour l'instant, effectivement, comme je l'ai mentionné, Charles souhaite réduire le nombre de membres de la famille royale qui toucheraient, mais c'est pas encore le cas. Voilà, c'est une décision qui est encore à venir. En tout cas, ça fait partie a priori des souhaits de Charles III. Là, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité, vous avez peut-être pu constater que le prince Andrew doit déménager. Voilà, on l'a sommé de quitter sa résidence. Bon, là, en fait, il s'agit simplement de cuisine interne à la famille royale. C'est simplement pour que, justement, William et Kate puissent emménager dans la maison dans laquelle se trouvait, voilà, Andrew. Mais bon, c'est tout à fait, enfin, c'est vrai que quand on lit un petit peu les médias, on a l'impression qu'il y a déjà des mesures phares qui ont été mises en œuvre par la monarchie, par Charles III. Pour l'instant, pas grand-chose en réalité. Beaucoup de mots et peu d'actions quand même. Merci. Décision pseudo-démocratique et très populiste, par exemple, d'anoblir Elton John et les Beatles. C'était une façon, une soupape de sécurité. Quand il y avait de la pression dans la cocotte, on a soulevé la soupape.
C'était très habile. C'est- Ça fait partie... C'était très... Oui, on donne la Légion d'honneur à nos chanteurs aussi. Hein. C'est une façon de calmer le peuple, hein, quelque part. Oui, voilà. Voilà, aussi, voilà. Vous trouvez ça dommage? Et ils refusent, ouais. Donc effectivement, oui, bon, alors, oui, ils ont été anoblis, ils refusent de participer au concert. Disons que, oui, on peut considérer que c'est pas très juste de leur part. Oui, de toute façon, effectivement, il y a énormément de personnes, de membres de chanteurs, de célébrités, de personnalités du show business, on va dire, qui n'ont pas voulu soutenir, qui n'ont pas voulu être représentés, tout simplement pourquoi? Parce que la monarchie n'a pas une très bonne image et que les jeunes, surtout, hein, et ça c'est très important. Si on regarde un petit peu les sondages d'opinion, on se rend compte que les 18-24 ans représentent la partie de la population qui soutient le moins la monarchie et qui a été la moins intéressée en fait par ce couronnement. Donc a priori, donc c'est sûr que pour une célébrité, pour un chanteur par exemple, ça a moins d'intérêt et effectivement ça peut expliquer justement cette volonté de ne pas être associé à ça en fait. Mais c'est peut-être regrettable. Après, c'est vrai que chacun a son opinion sur la question, effectivement. Bonjour. Est-ce que vous pensez que William va régner un jour? Parce que il me semble que ces jeunes, justement, dont vous parlez là, ces jeunes aristocrates, n'ont pas la noblesse de leur mère, d'abord, et que le monde change, et il change vite. Et je ne sais pas si la royauté va tenir le coup jusqu'à William ou au moins George. Je ne suis pas sûre, personnellement. Bah oui, alors c'est une question, une remarque en même temps, ça va être difficile de répondre dans la mesure où effectivement c'est une hypothèse. Bien sûr, les questions, on va dire, alors comme je l'ai dit en conclusion, on n'a pas vraiment de parti politique ou de mouvement majeur, vraiment anti-monarchiste au Royaume-Uni, même dans les médias. D'ailleurs, hein, quand on regarde les médias britanniques, on se rend compte que la plupart des médias soutiennent encore la monarchie. Après, ce qui compte, bien sûr, c'est le peuple. D'accord? Donc, c'est sûr qu'évidemment, si le peuple ne soutient plus la monarchie, si William, par exemple, se rend compte qu'ils n'ont plus de soutien, cela peut effectivement précipiter la chute de la monarchie. Je pense que c'est quelque chose qui prendrait beaucoup de temps, mais je pense qu'une menace qui plane et qui plane davantage en fait sur le Royaume-Uni, c'est justement cette question de l'union du Royaume, puisque on le voit de plus en plus dans les nations périphériques, donc en Écosse et notamment en Écosse, mais aussi en Irlande du Nord, on a de plus en plus de citoyens britanniques qui souhaitent être indépendants du Royaume-Uni, regagner leur indépendance, alors c'est des choses qui sont dues au Brexit notamment, hein, mais on le sait très bien, en Irlande, en Écosse, dans le cas de l'Écosse, il y avait déjà eu un référendum d'autodétermination en 2014. Une majorité d'Écossais avait voté pour rester dans le Royaume parce qu'ils souhaitaient rester dans l'Union européenne. Après le Brexit, la donne a changé. Donc aujourd'hui, on a une majorité d'Écossais qui souhaitent justement quitter, se désolidariser du Royaume-Uni pour pouvoir rejoindre l'Union européenne. Ce qui n'est absolument pas garanti, puisque même si l'Écosse quittait le Royaume-Uni, il devrait évidemment candidater pour rejoindre l'Union européenne, et économiquement parlant, on ne sait pas si l'Écosse serait capable. Donc voilà. Mais on a cette question vraiment de l'Union du Royaume, et alors évidemment, sur l'Union du Royaume repose la monarchie. Hein, donc c'est sûr que c'est beaucoup de questions qui sont imbriquées, bien sûr, la question de la popularité de la monarchie, la question plus politique de l'Union du Royaume, et voilà, les velléités indépendantistes. Ouais. Mais merci beaucoup pour votre question. Excusez-moi, c'était justement ça ma question. Comment va réagir la royauté à la demande inévitable d'indépendance de l'Écosse et à la réunification inévitable des deux Irlandes? Alors, inévitable, demande inévitable, peut-être, en tout cas, pour que l'indépendance de l'Écosse ait lieu, par exemple, il faut que le gouvernement de Westminster donne son accord.
ce qui n'est pas gagné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un parti national en Écosse, qui est le SNP, le Parti national écossais, dont le dirigeant, bien sûr, demande l'indépendance de l'Irlande. Pour pouvoir organiser un référendum d'autodétermination, il va falloir obtenir l'accord de Westminster. Et on sait que le gouvernement britannique y est totalement opposé actuellement. Donc la question se pose inévitablement, est-ce qu'elle donnera lieu à un référendum ? Pas forcément, en tout cas pas forcément dans les années à venir, peut-être dans les décennies à venir. Entre-temps, beaucoup de choses peuvent se passer. La façon dont la monarchie peut réagir à ça, alors ça peut être très simple. Soit il y a un repli de la monarchie sur elle-même et sur l'Angleterre, mais comme je l'ai précisé avant, la monarchie, en fait, il s'agit du monarque du Royaume-Uni, d'Angleterre, de Pays de Galles, d'Écosse et d'Irlande du Nord. Donc la désunion du Royaume mettra forcément à mal, et la question de la monarchie britannique dépendra évidemment de l'union du Royaume. Si le Royaume-Uni est désuni, quid de la monarchie? Là, c'est sûr que la question se posera, oui. Ça va vraiment se faire. Un jour, il y aura réunion des deux Irlandes. Ils jouent déjà ensemble au rugby, ils vont bientôt être ensemble, quoi. C'est quelque chose qui aurait pu avoir lieu avec le Brexit, qui n'a pas eu lieu pour le moment. Peut-être que ça aura lieu, effectivement. Mais pour le moment, il y a également des velléités indépendantistes en Irlande du Nord. Elles sont cependant moins marquées qu'en Écosse. Il y a quand même une partie des Irlandais du Nord, des unionistes, en fait, en Irlande du Nord, qui continuent à souhaiter, à vouloir être attachés au reste du Royaume. Donc c'est vrai que, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas encore de question de référendum d'autodétermination qui se pose clairement en Irlande du Nord, malgré la volonté de certains nationalistes nord-irlandais. Face à eux se trouve un certain nombre d'unionistes qui ne veulent pas, justement, de ce référendum et de cette indépendance, et donc de ces rattachements à la République d'Irlande. Mais oui, alors, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, la monarchie dépendra de ça. C'est des questions qui sont imbriquées, bien sûr. Merci. Peut-être pour conclure, moi, quelque chose qui m'a marqué quand vous avez égrené un petit peu l'histoire de la monarchie, c'est le grand nombre de souverains qui étaient des souveraines. Et ce, en dépit de la loi relativement récente qui l'instaure définitivement. Le Royaume-Uni fait figure d'exception en la matière, ou non, c'est quelque chose qui est... J'ai pas bien entendu le début de la question. Ça résonne. Beaucoup de monarques étaient des femmes, et ça m'a frappé quand vous avez égrené oui. les grands jalons de l'histoire de la monarchie. C'est une exception, ou à l'échelle européenne, mettons, ou alors c'est quelque chose qui finalement... D'avoir autant de souveraines? Ouais. Oui, tout à fait, en fait. Alors, notamment, en fait, c'est pas qu'il y a eu tant de souveraines. Il y en a eu un certain nombre, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il faut noter qu'au Royaume-Uni, les souveraines ont vraiment marqué l'histoire de leur pays. Et donc, on en parle énormément. On a beaucoup parlé, comme je l'avais mentionné, Élisabeth Ier, qui a eu quand même un règne relativement long, et surtout un règne au cours duquel beaucoup d'avancées ont été faites sur le plan de la culture, sur le plan militaire. On a eu Victoria, bien sûr, qui reste une figure tutélaire pour les Britanniques. Avec l'Empire britannique, parce que ça coïncidait justement à une période d'expansion de l'Empire et de renforcement du pouvoir du Royaume-Uni à travers le monde. Avec Élisabeth II, ce qui est assez curieux et ce qui peut être un peu paradoxal, c'est que justement on a eu un déclin du pays quand même sur la scène internationale, mais une monarque qui néanmoins reste, et je pense aura marqué son histoire, de par la longévité de son règne, mais aussi de par sa volonté, son image probablement, tout simplement, en fait, son image de reine un peu modernisatrice, et le fait qu'elle n'ait jamais failli à ses fonctions, justement, et aux fonctions qu'est censé incarner le monarque. Mais oui, voilà, c'est vrai que les souveraines on se souvient beaucoup des souveraines au Royaume-Uni, de par ce qu'elles ont pu apporter au pays. Eh bien, je propose que ça soit le mot de la fin. Merci beaucoup, Yves Golder, d'être venu nous parler de tout ça aujourd'hui. Merci à vous. Et on se donne rendez-vous lundi prochain à 15h pour déjà la dernière conférence de la saison. Alors, qui dit dernière conférence, dit conférence un peu spéciale. Ça serait une conférence ponctuée de la projection d'un documentaire qui a été lauréat aux Oscars 2021,
dans la section meilleur court-métrage documentaire. On s'intéressera à l'histoire du camp de Mittelbro-Dora, qui a joué un rôle tout à fait particulier et tout à fait évidemment sinistre dans la conquête spatiale, puisque c'est là, entre autres, que l'armée nazie faisait fabriquer des missiles balistiques. Donc on sera en compagnie d'historiens pour nous commenter cette sombre page de l'histoire et visionner le documentaire Colette. Rendez-vous lundi prochain et belle fin d'après-midi à toutes et tous.